Bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints sur cette présentation qui portera sur la disparition des minéraux et métaux en analyse de cycle de vie. Je suis Alexandre Charpentier-Poncelet, je suis doctorant à l'Université de Bordeaux et je travaille aussi avec le BRGM sur un projet qui porte sur le développement d'un indicateur pour prendre en compte la disparition des minéraux en ACV. Et je suis ici avec Antoine Bello du BRGM que je laisse se présenter. Bonjour, je suis Antoine Bello du BRGM, Bureau de recherche géologique et minière. Je suis donc un ingénieur de recherche. J'ai travaillé également au GRC de la Commission européenne en 2018-2019 et de retour au BRGM depuis 2020. Je le mentionne parce que je vais présenter des travaux réalisés au GRC, bien que je sois, je le mentionne encore, aujourd'hui au BRGM. Pour cette présentation, donc je vais d'abord introduire le sujet traité dans le contexte général de l'ACV. Ensuite, on vous parlera de comment les concepts de l'extraction, de la dissipation et de l'épuisement des ressources sont liés. Puis, on vous présentera donc un état de l'art vers la dissipation des ressources en ACV, les challenges identifiés dans cette démarche et les développements actuels par rapport à cela. Ensuite, on vous montrera comment on peut interpréter les résultats de ces différents développements qui ont cours en ce moment pour les nouvelles approches. Et finalement, on vous présentera en ouverture donc les travaux en cours et futurs, que ce soit pour mon projet de thèse et ici au BRGM. Une ACV, globalement, consiste en compiler un inventaire de cycle de vie pour un product système ou un process donné, et en appliquant des méthodes d'évaluation des impacts à cet inventaire, on obtient une idée des dommages potentiels à l'ère de protection de la santé humaine, de la santé des écosystèmes ou encore des ressources naturelles. Donc nous, ce qu'on va étudier pour cette présentation, c'est comment considérer les impacts de la consommation de ressources sur l'ère de protection aux ressources naturelles en faisant le focus évidemment sur les ressources minérales. Ce qui a été fait donc jusqu'ici en ACV, c'est de considérer typiquement que l'extraction des stocks géologiques mène à l'épuisement de ces mêmes stocks et donc représente un impact sur l'ère de protection aux ressources naturelles. C'est ce qui est proposé dans le cadre de la méthode ADP que vous connaissez sûrement. Et cette méthode est recommandée notamment par l'UNEP-CETAC pour répondre à la question quelle est la contribution d'un product system à l'épuisement des stocks géologiques pour évaluer les impacts donc de l'utilisation des ressources minérales en ACV, et elle est aussi recommandée par le Joint Research Center de la Commission européenne pour prendre en compte l'impact de l'utilisation des ressources abiotiques dans le PEF. Cependant, depuis quelques années, le JRC propose des développements méthodologiques pour considérer, et non pas l'extraction, mais plutôt les pertes dissipatives de ressources dans le cadre de l'ACV. Et l'UNEP-CETAC aussi a identifié que la dissipation de la ressource minérale devait être prise en compte en ACV et représentait un besoin urgent de développement méthodologique et de cas d'étude pour sa mise en application future dans l'ACV. En fait, l'idée, c'est que ce n'est plus l'extraction qui est considérée comme représentant l'impact parce que l'extraction en fait rend disponible la fonctionnalité des ressources dans la technosphère, mais c'est plutôt sa dissipation qui est intéressant d'observer, donc les pertes réelles de matériaux une fois qu'elles ont été extraites, qui représentent donc l'impact réel de l'utilisation des ressources. Comment est-ce qu'on en est arrivé à cette observation que la dissipation représentait vraiment cette consommation réelle de métaux qu'il fallait prendre en compte en ACV, c'est qu'en fait les ressources minérales dans le sol n'ont pas de valeur instrumentale en tant que telle et ne participent pas non plus nécessairement au service écosystémique in situ dans l'environnement. Et c'est vraiment en transférant donc cette ressource dans la technosphère qu'on en obtient une fonctionnalité qui a une valeur socio-économique pour les humains qui en font usage. Et donc la valeur des minéraux prend forme après extraction, et il est donc cohérent de protéger, et non pas le stock géologique en tant que tel, mais de protéger le potentiel d'utiliser la valeur de la ressource pour les humains dans la technosphère, dans l'ère de protection des ressources naturelles. C'est ce Safeguard Subject qui a été proposé par les travaux récents de l'UNEP-CETAC. Alors cette slide et les deux suivantes présentent les résultats d'un état de l'art réalisé au JRC sur l'utilisation du concept de dissipation des ressources dans la pensée cycle de vie, donc c'est-à-dire au travers d'études d'analyse de flux de matière, MFA, d'analyse de cycle de vie et d'analyse input-output. Les premières occurrences de l'utilisation du concept de dissipation des ressources donc, datent du début des années 2000, avec une utilisation croissante et notamment un intérêt particulier autour des années 2012-2013 dans le domaine de l'analyse du cycle de vie. Il y a plus de publications qui traitent
du concept de dissipation des ressources dans le domaine de l'analyse de flux de matière, notamment avec des cas d'études, alors que dans le domaine de l'analyse du cycle de vie, on est plutôt sur des discussions conceptuelles. Dans cette revue de littérature qui s'est basée sur 45 publications scientifiques, on a tiré 5 grands enseignements. Donc, tout d'abord sur les définitions. Seulement à peu près un tiers des articles revus mentionnent explicitement une définition du concept de dissipation des ressources. Et quand elle est mentionnée, la définition associe le concept de dissipation d'une ressource à la difficulté, qui est dite extrême, exceptionnelle, de récupérer cette ressource. Certains auteurs mentionnant également l'impossibilité de récupérer une ressource pour l'associer au concept de dissipation. Sur le champ lexical utilisé, deuxième point important, tout à l'heure Alexandre a parlé de dissipation, de perte. Effectivement, certains auteurs utilisent ces concepts de façon équivalente, d'autres considèrent que ce sont des concepts différents. Au-delà des différences et qui sont discutées dans l'article, ici ce que je voulais mentionner, c'est qu'on peut parler de perte de ressources, qui est peut-être un terme plus accessible, plus compréhensible dans la communication des résultats d'analyse du cycle de vie. Troisième point, c'est sur la perspective temporelle. La perspective temporelle, elle est mentionnée dans seulement à peu près un tiers des publications scientifiques de cette revue. Quand elle est mentionnée, la perspective temporelle, donc certains auteurs font référence au futur de façon assez vague. Ils mentionnent future recovery, future use, quand ils parlent de difficultés, d'impossibilité de récupérer une ressource, et donc quand ils parlent de dissipation. Mais aucun auteur n'évoque explicitement un horizon temporel donné, par exemple 100 ans, par exemple 25 ans, par exemple plusieurs milliers d'années, pour évoquer la difficulté de récupérer une ressource et sa dissipation. Quatrième grand enseignement de cette revue de littérature, c'est sur les compartiments de dissipation. Donc on distingue dans la littérature 3 grands compartiments de dissipation. Le principal, c'est l'environnement. Donc c'est le principal parce qu'il est considéré dans la plupart des publications scientifiques. Donc il y a à peu près 2/3 des publications qui associent émission vers l'environnement et dissipation de ressources. Sachant qu'il y a parmi ces 2/3, donc il y en a un peu plus d'un quart, c'est la partie haute droite du camembert, un peu plus d'un quart des publications qui considèrent seulement l'environnement comme un compartiment de dissipation. C'était notamment le cas au début des années 2000, donc c'est le lien avec le graphe de la slide précédente, où au début des années 2000, donc des analyses de flux de matière ont commencé à considérer le concept de dissipation en associant dissipation de ressources et émissions vers l'environnement. Mais depuis quelques années, 2 autres compartiments sont de plus en plus mentionnés, étudiés en ce qui concerne la dissipation des ressources, à savoir donc l'élimination finale de déchets, Final Waste Disposal Facilities, et le recyclage non fonctionnel des ressources. Donc ces 2 compartiments étant considérés de plus en plus comme des compartiments de dissipation des ressources. Enfin, dernier point sur la quantification de la dissipation des ressources dans les études. L'approche principale consiste à lister des flux qui sont considérés comme dissipatifs et puis à quantifier les masses de ces flux. Par exemple, les auteurs considèrent les émissions vers l'environnement comme des flux dissipatifs. Ils quantifient les émissions vers l'environnement et donc la dissipation. Seuls certains auteurs mentionnent des paramètres et des seuils, par exemple la concentration des métaux dans certains compartiments, les coûts de récupération, etc. Et enfin, à noter une seule approche quantitative appliquée à des cas d'études à ce jour, qui se base sur le concept d'entropie, l'idée étant de suivre l'entropie des ressources sur le cycle de vie des produits et des matières. À la suite de cet état de l'art, l'article propose une définition de la dissipation des ressources, et plus particulièrement des flux dissipatifs. C'est une définition que j'ai retranscrite ici en anglais pour éviter tout problème de traduction. Je vais la lire et revenir sur certains éléments clés. Donc, dissipative flows of abiotic resources are flows to sinks or stocks that are not accessible to future users due to different constraints. On parle ici de flux dissipatifs de ressources abiotiques, donc de ressources minérales, métalliques et non métalliques, et de ressources fossiles, mais c'est une définition qui pourrait éventuellement être appliquée aux ressources biotiques, mais je n'en discuterai pas plus et c'est hors cadre de l'étude ici. Donc ce sont des flux vers des puits finaux, vers des stocks, ce qui inclut les 3 compartiments mentionnés précédemment, environnement, élimination finale de déchets et recyclage non fonctionnel. Ce sont des flux qui ne sont plus accessibles à des utilisateurs futurs, et la deuxième phrase mentionne également « These constraints prevent humans to make use of the functions that the resources could have in the technosphere ».
Donc cette définition de la dissipation, elle est reliée à la fonction et surtout à l'impossibilité pour des utilisateurs d'utiliser la fonction des ressources. Et donc là, il y a un lien avec l'aire de protection tel que défini par l'UNEP et comme rappelé tout à l'heure dans une slide précédente par Alexandre. The distinction between dissipative and non-dissipative flows of resources may depend on technological and economic factors which can change over time. Donc on parle ici de facteurs technologiques et économiques, de différentes contraintes qui induisent potentiellement la dissipation. Et puis il y a une mention de futurs utilisateurs, une dimension temporelle, donc sans définir un horizon temporel précis. La définition mentionne toutefois ces aspects-là. Et il est important pour les développeurs de méthodes ACV, pour les praticiens ACV, de considérer l'horizon temporel dans leur développement méthodologique et dans les applications. Il y a quelques défis pour prendre en compte la dissipation de ressources avec les inventaires de cycle de vie, notamment les databases qui sont couramment utilisés, parce que certains flux dissipatifs, comme on a vu, ont lieu dans la technosphère et par conséquent ne sont pas traqués spécifiquement à l'échelle de unit process. Aussi, il y a plusieurs mécanismes d'impact qui permettent d'estimer le dommage sur l'aire de protection aux ressources naturelles actuellement. Et on ne sait pas vraiment lequel ou lesquels de ces mécanismes d'impact sont ou représentent réellement l'impact finalement de cette dissipation de la ressource sur l'aire de protection. Donc, malgré ces limites observées, il y a plusieurs approches méthodologiques qui ont émergé dans ces dernières années. Donc, d'abord, il y a l'approche du Joint Research Center qui porte sur les inventaires, l'approche du projet Supreme qui ont proposé une méthode d'impact prenant en compte les émissions vers l'environnement sur le potentiel de dissipation des ressources, et une troisième approche donc proposée par le Civil BRGM qui propose une méthode d'impact évaluant le potentiel de dissipation des ressources après extraction. Et donc on va vous présenter dans ces prochaines slides ces trois différentes méthodes. Juste une petite note sur l'approche Supreme, il faut noter qu'il y a des travaux en cours donc, à travers le Abiotic Resource Project qui se basent sur ces développements initiaux de Supreme, mais pour lesquels il n'y a pas encore d'informations qui ont été révélées publiquement. Je vais évoquer l'approche présentée par le JRC dans un rapport publié en début d'année. L'idée de cette approche, c'est d'inventorier les flux dissipatifs à l'échelle du procédé unitaire, à l'instar de ce qui est fait par exemple pour les émissions vers l'environnement ou de ce qui est fait pour les ressources extraites de l'environnement. Cet inventaire, il se fait en unité de masse, considérant un ensemble de flux élémentaires et d'échanges avec la technosphère qui doit être prédéfini. Cette prédéfinition, elle va dépendre, comme je le mentionnais tout à l'heure, de la perspective temporelle, d'éventuels critères et seuils. Pour être plus précis, donc dans l'approche suggérée dans le rapport du JRC, l'horizon temporel considéré est un horizon à court terme, à 25 ans, et dans ce cadre-là, les ressources émises vers l'environnement, les ressources contenues dans les déchets qui sont envoyés en élimination finale, les ressources recyclées non fonctionnellement sont considérées comme dissipées, parce qu'elles sont considérées dans ce cadre temporel de 25 ans comme non accessibles à de futurs utilisateurs. L'approche conceptuelle a été mise en œuvre sur deux cas d'études qui sont présentés dans le rapport dont vous voyez la référence ci-dessus. Et je vais présenter ici le cas d'étude cuivre, dont l'inventaire est dérivé d'EcoInvent. L'idée étant de montrer l'applicabilité de l'approche à des bases de données d'inventaire du cycle de vie utilisées de façon standard par la communauté ACV. Donc, le procédé de production de cathodes de cuivre commence par l'extraction de minerais, la concentration du minéral qui nous intéresse pour la production d'un concentré de cuivre. Le procédé de concentration génère un déchet qui s'appelle les tailings, donc c'est les déchets de la minéralurgie qui vont être enfouis. Le concentré de cuivre est soumis donc à un procédé de pyrométallurgie dans le cas d'étude ici, pour produire une cathode de cuivre et des déchets, donc des slags, des laitiers, que l'on considère comme utilisés en construction dans le cas d'étude. L'application de l'approche précédente sur la base des données EcoInvent montre que la masse totale de ressources dissipées directement sur ces différentes opérations, donc sur la cradle-to-gate production de cuivre, la masse dissipée s'élève à 0,88 kg de ressources.
dont on a une analyse des contributions ici. Le carbonate de calcium utilisé sur l'opération de concentration et de pyrométallurgie selon l'inventaire EcoInvent, donc ce minéral-là contribue à peu près 50% de la masse totale de ressources dissipées directement. En parallèle, on voit aussi que le cuivre est dissipé de façon relativement importante dans les déchets de la minéralurgie et dans une moindre mesure sur les slags. Ici, donc, on raisonne à une échelle inventaire, en masse, et il serait intéressant de caractériser l'impact associé à cette dissipation. Il y a une approche qui est proposée dans le rapport JRC qui se base sur les prix des ressources minérales et notamment des métaux. Et pour ceux qui sont intéressés, je vous invite à regarder les détails dans le rapport. Je vais continuer sur l'application de l'analyse du cycle de vie au contexte de la mine, ici avec une application de l'ACV en soutien au développement de procédés dans le cadre d'un projet H2020 Impact qui se termine dans les prochaines semaines. L'objet de ce projet Impact, c'était de développer une nouvelle solution pour l'exploitation de petits gisements à haute teneur en métaux. La solution proposée intègre des technologies assez classiques dans le domaine de la mine, à savoir donc une extraction sélective, une étape de comminution, une étape de séparation gravimétrique, ce qui permet la production d'un concentré ici de plomb dans le cadre de l'exploitation sur une mine de plomb en Bosnie à Olovo, ce qui génère également des déchets, des tailings, encore une fois. L'application de l'ACV a permis l'identification des contributions des différentes opérations à 13 catégories d'impact, ici avec l'utilisation de la méthode de calcul d'impact, la méthode PEF, ce qui permet d'identifier les contributions principales, notamment une contribution importante de la séparation gravimétrique pour plusieurs indicateurs d'impact. Il y a un indicateur d'impact pour lesquels les contributions sont bien spécifiques, c'est l'indicateur Resource Use Minerals and Metals, pour lesquels c'est l'extraction sélective qui contribue le plus. Elle contribue le plus du fait de l'extraction de plomb. Pour produire une tonne de concentré de plomb à 58,7% de plomb, il faut extraire 1376 kg de plomb, et c'est ce flux élémentaire-là qui va contribuer à la méthode ADP utilisée dans la méthode de caractérisation d'impact PEF. Or, parmi ces 1376 kg de plomb extraits, 587 kg terminent dans le concentré et donc seront valorisables dans l'économie, et 789 kg terminent dans les tailings, ils sont perdus. Donc, les 587 kg de plomb dans le concentré, c'est la limite basse contribuant à l'impact des déplétions de ressources par définition de l'unité fonctionnelle dans le cas d'étude. Par ailleurs, ces kilos de plomb-là dans le concentré sont rendus plus accessibles, ils ont plus de valeur. Ultérieurement dans l'économie, ces aspects-là ne sont pas pris en compte dans l'indicateur déplétion de ressources. Et par ailleurs, au contraire, donc les 789 kg perdus dans les déchets de la minéralurgie, dans les tailings, c'est vraiment l'enjeu clé pour soutenir une meilleure conception du procédé, plus efficace en ressources. Et donc, de fait, l'indicateur ressources devrait vraiment mettre en lumière, mettre en avant ce tonnage, cette masse de plomb-là dans les déchets, car c'est sur cette base-là qu'on va pouvoir améliorer le procédé. Et pour soutenir l'amélioration du procédé, la réconciliation de bilan matière, la simulation de procédés mise en œuvre dans le projet Impact permet une quantification précise des pertes. Donc pour ce qui est de l'approche du projet Supreme, eux initialement dans le projet ont défini vraiment quel était le rôle de la ressource abiotique qu'on voulait protéger dans l'aire de protection ressources naturelles. Ils ont défini que c'était la fonctionnalité des ressources tant primaires que secondaires pour l'être humain dans la technosphère qui était l'enjeu. Ensuite, pour ce qui est de la méthode, donc, ils ont défini que ce qui devait être protégé pour obtenir cette valeur, c'était l'accessibilité à la ressource pour des horizons temporels courts ou long terme, et que le scope géographique dans ce cas-ci était global parce que, surtout pour les ressources métal, elles sont échangées sur des marchés internationaux et une ressource peut être extraite en Chine, transformée en Europe et revendue par exemple sous forme de produit en Amérique. Et aussi, ils sont penchés vraiment sur la configuration éléments, donc substance par substance, dans ce projet. Ensuite, ce qu'ils ont défini comme problème, donc, c'était la perte d'accessibilité au niveau global, tant des ressources primaires ou secondaires, sur le long ou sur le court terme, dû à des actions ou des interventions humaines.
Et basé sur ce volet conceptuel, on va dire, ils ont développé des facteurs de caractérisation pour le long terme. Et dans ces facteurs de caractérisation, il est considéré que la somme des émissions sur le long terme est égale à la production actuelle de ressources. Et donc, via cette simplification, ou cette hypothèse émise, on détermine que les facteurs EDP, donc Environmental Dissipation Potentials, sont à peu près équivalents aux facteurs de caractérisation de l'ADP pour une année donnée. Ce qui est intéressant par contre, c'est que pour cette Environmental Dissipation Potential, on multiplie et non plus le flux extractif par le facteur de caractérisation, mais plutôt le flux émission. Donc c'est là où il y a une différence par rapport à ce qui était proposé ou ce qui est proposé par l'ADP. Donc pour ce qui est de ce que je développe pour mon projet de thèse, en collaboration notamment avec le BRGM, mais aussi avec le Resource Lab de l'Université d'Augsbourg et mes autres collègues autour de mon projet de thèse, donc à Bordeaux, à l'ENSAM et à l'Université de Bordeaux, dans l'équipe CIVI, on a développé deux méthodes de caractérisation des impacts qui s'appellent le Loss Potential Service Time et l'Average Dissipation Rate. Ces méthodes ont été soumises là, dans une publication récemment. Sans entrer trop dans les détails, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a étudié le comportement dissipatif des ressources basé sur des MFA dynamiques qui avaient été faites déjà auparavant par Christophe Helbig et ses collègues dans le Resource Lab de l'Université d'Augsbourg. Et à partir de ces courbes dissipatives, on peut établir des fit factors pour les différents éléments. Et ce fit factors, qui est avec un petit parallèle par exemple au devenir des ressources ou des polluants dans l'environnement qui sera utilisé dans des méthodes comme Ecotox, nous on étudie simplement la dissipation des métaux après extraction, donc une fois transférés dans la technosphère, qu'est-ce qui arrive à ces ressources et à quelle vitesse elles sont dissipées pour pouvoir voilà, comparer les métaux entre eux. À partir de ces courbes de dissipation pour chaque métal, donc on peut traiter la data et calculer des facteurs de caractérisation qui peuvent être appliqués directement à des flux extractifs en anticipant la dissipation de ces flux extractifs une fois mobilisés dans la technosphère. Donc on a proposé nous deux méthodes différentes basées sur ces mêmes data. La première c'est le Loss Potential Service Time qui consiste à estimer la durée de vie perdue due au flux dissipatif des différents éléments en année donc, et le Average Dissipation Rate, un deuxième indicateur qui lui prend en compte simplement la durée de vie moyenne des ressources dans la technosphère et estime la perte annuelle dissipative pour chacun des éléments. Ici sur la figure, vous pouvez voir les facteurs de caractérisation qu'on a calculés pour ces différentes méthodes. Ce qui est intéressant de constater, c'est que pour différents métaux, on aura des comportements très différents. Donc par exemple, les métaux qui sont utilisés dans des applications dissipatives ou pour lesquels on observe des efficacités ou des rendements de process très bas, comme le gallium, le germanium par exemple, il y aura des facteurs de caractérisation plutôt élevés. Et à l'inverse, pour des métaux qui sont utilisés depuis longtemps par l'être humain dans des quantités très importantes comme le cuivre, comme le fer, et pour lesquels existent des process de recyclage éprouvés par le temps et qui sont déjà bien utilisés par les êtres humains. Donc on aura des facteurs de caractérisation plutôt petits. Entre ces deux extrêmes, on aura d'autres métaux comme le zinc, le plomb, qui sont utilisés dans des applications à plus ou moins de grande durée de vie et pour lesquels il y a des procédés de recyclage plus ou moins performants, donc qui présenteront des facteurs de caractérisation moyens. Donc si je vous propose simplement un petit tableau récapitulatif là, de ce qu'on a présenté par rapport à chaque méthode, donc le projet Suprime sur le court terme considère similairement au GRC sur le court terme que les émissions à l'environnement et l'hibernation dans la technosphère représentent la dissipation sur le court terme. Par contre, eux veulent aussi inclure une catégorie d'impact pour l'occupation des ressources dans des produits qui représenterait donc une inaccessibilité pour les autres usagers à ces mêmes ressources. Le JRCE pour le court terme vont considérer simplement les émissions à l'environnement, l'enfouissement, mais aussi les flux finissant dans d'autres matériaux via du recyclage non fonctionnel par exemple, dans lesquels ils n'ont plus de fonctionnalité donc, comme dissipatif sur le court terme. L'approche Suprime long terme, similairement à l'approche JRC pour le long terme, ne considère que les émissions à l'environnement comme étant dissipatives, donc on va
émettre l'hypothèse que les flux occupés ou hibernant dans des stocks d'enfouissement, par exemple, pourront être récupérés ultérieurement via des nouvelles technologies, par exemple, et donc que ces flux ne sont pas dissipés lorsqu'on considère une horizon temporelle plus longue. D'une façon un peu contrastée, donc nous, notre approche CIVI-BRGM considère tous les flux émis à l'environnement, enfouis ou étant perdus dans d'autres flux de matériaux comme étant dissipatifs, peu importe l'horizon temporel considéré, et c'est un choix finalement qui est assez conservateur, qui est le pire scénario possible. Simplement aussi faire un petit point sur la maturité donc, de ces différents modèles. Le supprime court terme est seulement conceptuel à ce stade, donc il n'y a pas de facteur de caractérisation. Le JRC, eux, ont publié donc le modèle pour le court terme, dans lesquels ils proposent une démarche pour modifier les inventaires, comme on a vu avec Antoine, et ils ont appliqué une analyse de sensibilité sur le long terme pour cette modification des inventaires. Et ces deux approches du GRC sont publiées dans un rapport technique et dans des articles en cours de soumission. Pour ce qui est des facteurs de caractérisation, donc comme vous avez vu, ils ont été publiés pour la méthode EDP. Et nous, on a soumis aussi du coup un article qui est en process de soumission, donc pour l'instant, pour les facteurs de caractérisation pour 18 éléments. Donc, l'interprétation des résultats qu'on peut faire à partir de ces nouvelles approches, l'approche du GRC, elle permet d'obtenir une quantification détaillée de la dissipation à l'échelle du unit process, donc via ce travail sur les inventaires qu'on a présenté précédemment. L'approche suprême, elle permet de quantifier la contribution d'un product system à la dissipation environnementale des métaux sur le long terme. L'approche CIVI-BRGM permet d'estimer l'impact des flux dissipatifs en termes de temporalité du service rendu sur le court ou le long terme. Et finalement, il est intéressant de constater qu'en combinant ces nouvelles approches à d'autres, par exemple à l'ADP, il sera possible d'obtenir un panel d'informations plus large sur l'impact de la consommation réelle de métaux sur l'aire de protection ressources naturelles. Par exemple, si une substance présente un potentiel de déplétion très élevé, comme le cobalt, et qu'on observe aussi que le cobalt est fortement dissipé, il sera logique de dire que le cobalt est une substance sur laquelle on devrait peut-être se pencher ou accorder davantage d'attention pour notre unit process ou pour notre product system. En ce qui a trait aux travaux futurs à attendre par rapport à ce qu'on vous a présenté, personnellement pour mes travaux de thèse, donc, je compte étendre la couverture du modèle à plus de 50 éléments, considérant qu'il y en a 18 de couverts jusqu'ici par la méthode, et aussi de faire un cas d'application donc pour démontrer l'applicabilité des méthodes développées et leur complémentarité potentiellement avec d'autres indicateurs ressources. Les perspectives au BRGM, donc au-delà du suivi de la thèse d'Alexandre, c'est des perspectives dans des projets en cours ou qui vont débuter. Parmi les projets qui vont débuter, donc il y a le projet Ramine Proper, qui sera coordonné par le BRGM, par Stéphanie Muller, qui débutera fin 2020 avec en partenariat RDC Environnement et Extractive. Il s'agira de développer des indicateurs de productivité et d'efficacité des ressources prenant en compte notamment leur dissipation avec une application à la production de carbure de silicium, à des oxydes de chrome et au graphite. Par ailleurs, il y a un projet donc des développements en interne au BRGM avec une application de l'approche JRC, donc l'approche JRC qui se base sur les inventaires du cycle de vie, et une application donc au-delà du cas du cuivre que j'ai présenté précédemment à d'autres métaux, lithium, nickel, cobalt, etc., qui sont des métaux utilisés notamment dans les batteries de véhicules électriques, et puis une extension de l'approche que j'ai présentée tout à l'heure donc sur la production de métaux, l'idée étant d'aller plus loin dans le cycle de vie, d'utilisation de ces ressources, également de fin de vie, avec un cas d'étude véhicule électrique. À moyen terme, les perspectives, donc c'est le montage de projets collaboratifs au travers des appels à projets de recherche Eramine 3, Horizon Europe, donc en 2021, ANR en cette fin d'année, sur des sujets qui nous intéressent particulièrement, notamment la simulation de procédés, l'idée étant de suivre la dissipation des métaux sur les chaînes de production, et puis des réflexions sur les critères de dissipation des ressources sur leur cycle de vie. Un point intéressant, par exemple, concerne l'évaluation de l'accessibilité des ressources au global. L'idée étant d'aller au-delà de l'évaluation de l'accessibilité des stocks géologiques, mais d'avoir une réflexion également sur les stocks anthropogéniques, et pour ce faire, d'avoir une réflexion sur les paramètres de suivi de l'accessibilité, de la dissipation, en réfléchissant
à des seuils au-delà desquels les ressources sont considérées comme dissipées ou non. Voilà pour notre présentation. Merci pour votre attention. On sera là pour répondre à vos questions donc pour ces 10 prochaines minutes. Donc n'hésitez pas. Et puis s'il y a des questions résiduelles, vous pourrez nous contacter. Je vous mets les adresses à l'écran à l'instant.